Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on est un beau vendredi avant une longue fin de semaine, c'est absolument fabuleux. Le seul problème, c'est qu'ils annoncent du mauvais temps. Tu sais, tu dis, m'installer, Balconville, profiter du beau temps. Ben non. En tout cas, à Montréal, il va pleuvoir, mais c'est pas grave, parce que nous, il fait soleil dans notre cœur. Donc, notre belle Cybèle Olivier n'est pas là. Aujourd'hui, elle est en partance pour le Portugal. Alors, je sais pas comment on dit, bom viaggio, quelque chose comme ça, en portugais. Et on lui souhaite de belles vacances. Elle va nous retrouver, je pense, le 19 ou le 20 mai. Mais je veux revenir, avant de commencer l'émission, je veux revenir sur l'entrevue que nous a accordée hier Brigitte Bédard. Vous connaissez Brigitte Bédard, bien sûr, la chroniqueuse météo sur les ondes de TVA et LCN. Elle nous a raconté hier un voyage assez rocambolesque. Elle est partie pour Paris avec Air Canada et dès le début du vol, le vol a été interrompu à cause d'un passager turbulent, une bagarre en fait avec la personne qui occupait le siège d'en avant, qui avait reculé son siège, et ça a donné lieu à une bagarre, même une bagarre avec un des agents de bord. L'avion a dû atterrir d'urgence à Saint John à Terre-Neuve, et pour atterrir à Saint John à Terre-Neuve, il fallait se délester d'une partie de l'essence contenue dans les réservoirs de l'avion. Donc ça a pris énormément de temps. La personne a été arrêtée par la GRC. Et il a fallu remettre de l'essence et repartir dans l'avion. Donc, Brigitte nous a raconté tout ça. Et il y a quelqu'un qui était sur le même vol que Brigitte qui nous a écrit pour nous dire que la personne en question était à l'avant de l'avion et qu'on l'a transportée à l'arrière de l'avion, où elle s'est retrouvée, elle, 2 rangées à côté de la personne turbulente, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle dit la personne a dû être restreinte. Il a fallu 7 hommes pour maîtriser cette personne qui était complètement désorganisée. Elle nous dit également, cette dame, qu'elle voyageait avec sa mère, qui est âgée de 71 ans, et que c'était très anxiogène de se retrouver dans cette situation avec cet homme manifestement pas dans son état normal, possiblement quelqu'un qui était en état de psychose. En tout cas, c'est ce qu'un médecin à bord semble avoir dit à différents passagers. Cette personne qui nous a écrit tient à nous dire que le personnel à bord a vraiment très bien géré la situation. Alors, on critique souvent Air Canada, mais quand ça se passe bien, que le personnel réagit bien, c'est important de le mentionner. Mais je trouvais ça important de partager avec vous ce témoignage de cette dame qui était sur le même vol d'Air Canada entre Montréal à Paris cette semaine. On va donc passer tout de suite à notre premier sujet. Ben, vous le savez, ces bonis qui sont versés à des employés, des cadres, dans des services dits publics, ben ça soulève énormément de questions d'éthique. J'avais envie d'en parler avec Nicolas Gagnon, qui est directeur au Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Bonjour Nicolas. Bonjour Mme Durocher. Alors, il y a 2 cas récemment qui ont fait, dans un cas, on en a beaucoup parlé, dans l'autre cas, pas beaucoup, et c'est assez surprenant. Donc, il y a eu ces bonis records de 40 millions chez Hydro-Québec, malgré une chute des profits. Alors que du côté de CBC, Radio-Canada, on a décidé de ne plus verser de boni aux employés. Puis ça, c'est bizarre parce que la nouvelle est tombée un peu entre les cracks. On n'en a pas beaucoup entendu parler. On va commencer avec CBC, Radio-Canada. Pourquoi ça a été si choquant pendant des années de voir tant de boni versés aux cadres à Radio-Canada? D'ailleurs, la Fédération des contribuables, vous publiez chaque année une analyse des bonis versés aux cadres de CBC, Radio-Canada. Pourquoi ça a tant choqué les gens, ces bonis? Pour plusieurs raisons. La première des choses, c'est parce que ce sont les gens qui les payent, ces fameux bonus-là. À la fin de la journée, on a réalisé qu'entre 2015 et 2024, chez Radio-Canada, on s'est versé pas loin de 132 millions de dollars en bonus. Donc, sur les 9 années
dont on a obtenu les données. Il reste encore cette année. On a hâte de voir ce qui nous réserve. Puis là, finalement, on apprend que finalement, on va tenter de camoufler en fait ces augmentations, ou plutôt ces bonus, dans les salaires directement. Donc, on va retirer les bonus, mais on va augmenter les compensations salariales. Donc, on va tranquillement essayer de maquiller le tout en faisant en sorte que ce soit un peu plus complexe pour les gens d'obtenir ces informations-là, parce que à la fin, plus souvent qu'autrement, on obtenait les informations par rapport au bonus, notamment à cause des demandes d'accès à l'information. Mais là, quand on tente de tranquillement intégrer, ou plutôt de changer le modèle de rémunération, ne serait-ce que pour les cacher, ces données-là, ben ça va être encore plus compliqué pour nous et pour les organisations de la société civile de rendre ces informations publiques qui concernent bien sûr tous les contribuables, parce que à la fin, c'est eux qui payent. Et en contrepartie, quand on voit des bonus, on se dit ça doit être parce que les résultats sont au rendez-vous, parce qu'on a des meilleurs codes d'écoute, ou parce que on rejoint plus de gens. Mais finalement, quand on regarde les résultats, surtout au niveau de l'auditoire pour le Canada anglais, on se rend compte que finalement, CBC, je veux dire, on se lance de l'argent dans toutes les directions, mais les résultats sont pas là. Durant par exemple, les heures de grande écoute, quand on regarde CBC, ils ont à peine du 2, 3, 4% de part de marché, alors que les CTV de ce monde sont plus dans les alentours de 10 à 15%. Donc, de constater qu'on a pas loin de 1,4 milliard de dollars qui tombent dans les coffres de Radio-Canada, alors que les résultats sont pas là, et qu'on continue à distribuer des bonnets à répétition, oui, ça a de quoi choquer les gens, et avec raison. Oui, et ce qui avait choqué aussi, parce que du côté de Radio-Canada, les codes d'écoute sont bonnes, il y a aucune comparaison qui peut être faite en termes de pénétration du marché quand on regarde les émissions les plus écoutées. Mettons, on prend les 20 émissions les plus écoutées, il y a quand même beaucoup d'émissions de Radio-Canada parmi les plus écoutées, beaucoup d'émissions de TVA, Nouveau, etc., évidemment, mais quand même la pénétration du marché, en tout cas du côté de Radio-Canada, est meilleure. Par contre, ce qui choque aussi du côté de Radio-Canada, autant que CBC, c'est le fait qu'au même moment où les cadres se payaient des bonus ou des bonis, ils faisaient des mises à pied, ou enfin ils menaçaient de faire des mises à pied, ou en tout cas ils disaient à tout le monde il faut se serrer la ceinture. Donc on avait l'impression que Radio-Canada parlait des deux côtés de la bouche. C'est ça aussi qui choquait, et ça choquait pas juste nous les observateurs, mais ça choquait les employés même de Radio-Canada. Avec raison, notamment le syndicat des employés de Radio-Canada a dénoncé la situation. Puis on se rappelle de l'annonce de mise à pied qui avait été faite, je crois, en décembre 2024, où est-ce que là, Madame Kathleen Tate avait annoncé que finalement, il allait avoir des mises à pied jusqu'à 10% des effectifs de Radio-Canada, alors que la même année, on avait appris qu'il y avait eu quand même pas loin de 18,4 millions de dollars qui avaient été distribués en bonus. Donc, il y avait vraiment une dichotomie, ou du moins, là, il y avait une sorte de paradoxe entre ce qu'on fait avec l'argent des contribuables, puis en contrepartie, comment est-ce que l'organisation est gérée. Puis à la fin, oui, on peut aussi faire le comparatif par rapport à la situation dans la société civile. Je veux dire, les bonus ont continué à couler à flot chez Radio-Canada, alors qu'on avait quand même aussi une inflation record. On avait des gens qui, comme jamais, faisaient les files devant les banques alimentaires. On se rappelle des scènes, surtout en 2022-2023, puis c'est pas comme si la situation s'était nécessairement améliorée. Donc, on se dit que toutes ces personnes-là qui font la file pour s'assurer de couvrir leurs moyens de base, ce sont les mêmes personnes qui payent en intérêt, pas en intérêt, mais en impôts et en taxes, en fait, pour des bonus qui coulent à flot chez Radio-Canada. Voilà. C'est carrément, c'est ridicule, mais malheureusement, cette pratique-là, elle est encore courante. Alors, c'est important de le dire parce que c'était assez drôle. Donc, cette semaine, là, le 15 mai, dans Le Devoir, il y avait un texte de la presse canadienne. Le titre est très clair, CBC Radio-Canada ne versera plus de primes individuelles de rendement à ses employés. Fait que moi, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à applaudir en disant, enfin, ils ont eu le mémo, enfin, ils viennent d'arriver sur la planète Terre en même temps que tout le monde. Fait que là, on commence à lire le texte, on dit OK, c'est bien, ils ont finalement compris. Mais rendu au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e paragraphe, on nous dit, faudrait quand même pas, que les salaires arrêtent d'être compétitifs, parce que c'est quand même des bonnes personnes à Radio-Canada, fait qu'on veut les retenir, on veut pas qu'ils s'en aillent travailler au privé. Fait qu'on va s'assurer que la rémunération globale demeure équitable et que la société Radio-Canada puisse continuer d'attirer et de conserver les talents nécessaires à sa réussite. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure à Benoît Dutrisac. Donc, on dit aux cadres, au lieu d'avoir 20 000 $ de bonus à la fin de l'année, vous allez avoir 20 000 $ intégrés dans votre salaire. On va augmenter votre salaire pour que vous perdiez pas votre 20 000 $. J'ai l'impression un peu qu'on se moque de nous, Nicolas.
Avec raison, parce que nous, la raison pour laquelle on a exposé les fameux bonus, puis il faut aussi parler des augmentations de salaire, parce que sur la même période, on s'est quand même versé des augmentations de salaire pour la somme de 98 millions de dollars. Donc, faut dire, on n'a pas lésé là-dessus. Et en plus, quand on regarde le type de rémunération, entre 2015 et 2024, on a augmenté de 231% le nombre de personnels qui font plus de 100 000 dollars chez Radio-Canada. Donc, en 2015, il y avait environ 430 personnes qui faisaient un salaire dans les 6 chiffres. Maintenant, c'est plus de 1450. Donc, on comprend qu'on veut rester compétitif par rapport au marché privé, mais la réalité, c'est qu'on a quand même constamment augmenté les salaires à répétition. Et nous, pourquoi est-ce qu'on exposait ça? Au final, c'était pour démontrer qu'il y avait un changement de culture qui était plus que nécessaire. Donc, on s'attendait à ce que les bonus ou les augmentations de salaire soient beaucoup plus raisonnables et surtout qu'on change ça. Puis finalement, on essaie plutôt de camoufler ça dans un nouveau modèle de rémunération. Donc, il n'y a pas de changement de culture comme on s'y attendait. Et je tiens à rappeler aussi qu'en pleine campagne électorale, on a un certain Mark Carney qui, lui, a décidé de dire on va donner 150 millions de dollars de plus à Radio-Canada. Donc, il n'y aura pas de changement de sitôt si on regarde la manière qu'on veut changer la rémunération puis l'attitude du gouvernement par rapport à l'institution. Et ça, c'est très important, ce que vous venez de dire, parce que en effet, Mark Carney a fait cette promesse-là. Puis en même temps, on se souvient qu'il y avait aussi le plan de la ministre Saint-Onge à l'époque qui avait dit, écoutez, oui, il faudra augmenter le financement de Radio-Canada, mais en contrepartie, il faudrait enlever des publicités, entre autres dans toutes les émissions d'information. Puis quand il a été questionné là-dessus, c'est Mark Carney ou Stephen Guilbeault qui a été questionné là-dessus par notre collègue Mario Dumont, si je me trompe pas, Hugo, à l'émission du matin. Puis là, tout c'est comme finalement, on sait pas. Et pendant ce temps-là, il y a notre patron, notre collègue Pierre-Carl Pellado qui dit, écoutez, c'est parce que tout l'argent qui est versé dans les publicités à Radio-Canada, c'est de l'argent qui va pas au privé, pas juste à TVA, mais dans tous les autres diffuseurs privés. Donc, Radio-Canada reçoit 1,4 milliard d'Ottawa, 150 millions de plus promis par Mark Carney, et en plus, le beurre, l'argent du beurre, puis le de la fermière, en allant chercher dans la publicité chez le privé, ça commence à faire beaucoup. Je veux absolument qu'on prenne un petit peu de temps, Nicolas, pour parler de cet autre phénomène de prime, ou en tout cas de culture, comme vous dites, entrepreneuriale, qui fait en sorte que chez Hydro, on se verse des bonus malgré une chute des profits, et en plus, c'est un monopole. On peut pas aller acheter son électricité ailleurs que chez Hydro-Québec. C'est inacceptable. Les gens sont révoltés de ça. Et encore une fois, avec raison, puis j'ai comme l'impression qu'au Québec, on a trop souvent tendance, surtout dans la fonction publique puis dans les sociétés d'État, à célébrer ou à récompenser la médiocrité, parce que c'est exactement ce qu'on voit avec Hydro-Québec. Je veux dire, à la fin, on voit un rendement qui est à la baisse, les dividendes ont jamais été aussi basses, donc les montants qu'Hydro-Québec verse au gouvernement ont jamais été aussi bas depuis 2020, et on augmente on distribue des bonus comme jamais, donc 40 millions, c'est un montant record, mais il faut aussi rappeler qu'en février de cette année, on apprenait que l'année dernière, les 5 principaux dirigeants de Hydro-Québec ont perçu une rémunération de 4,7 millions de dollars. Ça inclut Michael Sabia dans le calcul comme tel, et c'est une augmentation de 28% par rapport à l'année précédente, alors que le rendement était à la baisse. Donc, ça peut nous faire sourciller beaucoup. Et je dirais, tu sais, c'est quand je dis que c'est un phénomène, c'est pas juste pour Hydro-Québec, il y a aussi Investissement Québec, où est-ce qu'encore une fois, on se verse des primes et on se verse des augmentations de salaire, alors que le rendement est à peu près à 2,6%. Quand on compare ce rendement-là avec n'importe quel fonds d'investissement, on rit, là, littéralement. Donc, c'est de voir qu'on se récompense avec des bonus qui, j'ai rappelé, en 2024, on a augmenté de 100% les primes qui étaient versées, ou plutôt les bonus qui étaient versés chez Investissement Québec. On parlait d'environ 14 millions de dollars. Donc, on voit que malgré tout, on continue à se verser des bonus. Puis j'allais plus loin encore chez l'Agence de Santé Québec. En fait, l'agence n'était même pas encore opérationnelle en décembre, donc les opérations commençaient en décembre 2024, si je me trompe pas. Puis en octobre, on se versait des augmentations de salaire au cadre de plus de 10%. Donc, autant qu'on n'est pas capable d'atteindre les objectifs, qu'on a des rendements moins importants que prévu, on n'est même pas encore en train de travailler ou de faire de rendre des résultats, qu'on se verse déjà des bonus et des augmentations de salaire. Donc, les contribuables, les bénéficiaires de ces sociétés d'État ont toutes les raisons d'être choqués. Oui, vous avez tout à fait raison. Je retiens cette phrase clé. Au Québec, on a tendance à récompenser la médiocrité. Je pense que c'est ça qui va être le titre de